Elon Musk face à Ibrahim Traoré. Le milliardaire américain provoque en public le jeune président du Burkina Faso lors d'une conférence explosive à Kigali. Ce choc titanesque dévoile une vérité scandaleuse sur les manigances de la technologie mondiale et le sort de tout un continent. Le silence régnait dans l'immense salle de conférence de Kigali. Des centaines de dirigeants, entrepreneurs et journalistes du monde entier retenaient leur souffle. Tous les regards étaient rivés sur Elon Musk. Avec son assurance habituelle, il avait pris le micro, posant une question directe, presque provocatrice. À Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, la voix ferme du milliardaire résonna. « Monsieur le Président, dites-nous pourquoi le monde devrait croire qu'un pays incapable d'assurer une fourniture stable d'électricité peut prétendre être à l'avant-garde de l'innovation technologique. » La salle se glaça instantanément. Quelques murmures s'élevèrent discrètement, traduisant le malaise palpable. Certains échangeaient des regards gênés, d'autres arboraient des sourires amusés. Sceptique, Ibrahim Traoré resta impassible, le regard fixé droit devant lui, une expression d'acier dans les yeux. Son visage ne laissait transparaître aucune émotion. Mais intérieurement, une tempête silencieuse faisait rage. Il savait que derrière cette simple phrase se cachait toute la condescendance d'un monde qui peinait encore à prendre l'Afrique au sérieux. À ce moment précis, Ibrahim Traoré prit une profonde inspiration, prêt à répondre avec une vérité qu'aucun de ses leaders ne pourrait ignorer désormais. Pendant quelques secondes interminables, Ibrahim Traoré resta silencieux. L'atmosphère devint presque étouffante dans la salle. Puis, lentement, avec une autorité naturelle, il se leva, sa voix, calme mais déterminée, brisa le silence oppressant. Dans mon pays, une jeune fille nommée Mariam a utilisé des bouteilles en plastique vide, une batterie récupérée d'un téléphone portable cassé et la lumière du soleil pour fabriquer sa propre lampe solaire. Chaque nuit, elle révise ses leçons sous cette lampe improvisée, déterminée à changer son destin. Il laissa sa phrase résonner un instant, scrutant chaque visage dans la salle. Son regard, implacable, semblait transpercer les consciences de chacun. Mariam ne connaît pas Google, elle n'a jamais utilisé une application sophistiquée. Pourtant, elle possède ce que beaucoup ici semblent avoir oublié, la créativité née de la nécessité et l'ingéniosité façonnée par la résilience. Ibrahim s'arrêta encore une fraction de seconde, permettant à l'émotion puissante de ces mots de s'imprimer dans l'esprit de chacun. Il conclut d'une voix à la fois ferme et sereine. « Nous n'avons peut-être pas votre richesse technologique, mais nous possédons quelque chose d'encore plus précieux, une raison de ne jamais abandonner face à l'obscurité. » La conférence One Earth Future Tech se présentait au monde comme une plateforme ouverte à tous, destinée à façonner l'avenir technologique global. Mais derrière ce rideau idéaliste, Ibrahim Traoré percevait clairement une réalité amère, souvent passée sous silence par les médias, aux yeux des grandes puissances. Cet événement n'était qu'une mise en scène habile où les pays pauvres venaient humblement chercher des miettes, des aides symboliques offertes avec une condescendance presque invisible. Pendant des années, les délégations africaines avaient accepté docilement de signer des accords prétendument généreux, sans réellement peser sur les décisions stratégiques ni influencer les politiques technologiques internationales. Ibrahim savait que ces accords n'étaient bons que des chaînes invisibles, limitant la souveraineté numérique et technologique de son peuple. Pour lui, il était clair qu'accepter ces aides signifiait perdre davantage que gagner. Quand arriva le moment crucial où chaque leader devait signer solennellement le mémorandum proposé par l'Union européenne et ses partenaires, Ibrahim Traoré resta immobile. Il était le seul chef d'État présent à refuser ouvertement ce geste symbolique de soumission déguisé en partenariat. Ce refus silencieux mais puissant résonna comme une gifle dans le visage des organisateurs.
habitués à une conformité presque automatique. Les journalistes internationaux s'empressèrent de qualifier cette décision d'acte téméraire, voire irresponsable. Certains médias occidentaux dépeignaient Ibrahim comme un président arrogant, hors de contrôle, une figure controversée qui menaçait l'équilibre fragile des relations internationales. Pourtant, au-delà des apparences médiatiques, ce refus courageux envoyait un message clair. L'Afrique ne pouvait plus accepter d'être spectatrice passive dans la course technologique mondiale. Pour Ibrahim, le jeu était truqué depuis longtemps. Il était temps pour l'Afrique de changer les règles ou de quitter définitivement la partie. La décision audacieuse d'Ibrahim Traoré ne tarda pas à provoquer des vagues bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Très vite, la presse internationale s'empara du sujet avec une intensité inattendue. Certains médias occidentaux comparèrent Traoré à un Trump africain, décrivant son attitude comme arrogante, populiste et dangereusement imprévisible. Les éditoriaux des journaux influents s'interrogeaient ouvertement sur la capacité d'un leader aussi jeune à comprendre les enjeux complexes de la diplomatie technologique mondiale. Mais, à Ouagadougou, loin des critiques acerbes des médias étrangers, une toute autre réalité prenait forme. Pour des millions de jeunes Africains connectés, Ibrahim Traoré devint rapidement un symbole puissant de résistance et de dignité retrouvée. Sur les réseaux sociaux, il était célébré comme le premier dirigeant à avoir osé dire non face à l'hégémonie technologique occidentale. Dans les cafés bondés de la capitale, dans les universités animées par les débats passionnés, les étudiants et les jeunes entrepreneurs se rassemblaient autour d'un espoir nouveau. Pour eux, Ibrahim n'était pas un provocateur, mais plutôt un pionnier courageux, déterminé à défendre leur avenir, même au prix d'un isolement temporaire. Car, pour Ibrahim Traoré, il n'était plus simplement question de diplomatie, il s'agissait désormais d'une bataille pour le droit à l'existence numérique souveraine d'un continent tout entier. Lorsque l'enquête explosive d'Amina Wekesa fut publiée, une onde de choc traversa instantanément le continent africain et au-delà. Le monde découvrait soudainement comment, derrière le vernis séduisant de l'innovation humanitaire, une exploitation invisible s'était installée. Les communautés rurales, souvent isolées et vulnérables, avaient été trompées par la promesse d'une modernisation agricole et technologique. Mais derrière ces généreux cadeaux technologiques se cachait un piège cynique et lucratif. Les villages, équipés à leur insu de capteurs intelligents, devenaient en réalité des sources inépuisables de données comportements quotidiens. Consommation en eau, rythme de travail, récoltes agricoles, santé, déplacements quotidiens. Toutes ces informations précieuses étaient extraites sans consentement ni transparence. Elles traversèrent les frontières pour enrichir les bases de données de puissants laboratoires d'intelligence artificielle en Europe et aux États-Unis. Face à ce scandale, Ibrahim Traoré fut l'un des premiers à réagir publiquement, dénonçant sans détour cette nouvelle forme de colonialisme numérique. Sa voix, désormais amplifiée par les révélations d'Amina, soulignait clairement que l'Afrique, loin d'être bénéficiaire de ces technologies importées, était devenue malgré elle le laboratoire vivant d'une industrie mondiale dont elle était exclue des bénéfices réels. Les images et témoignages bouleversants recueillis par Amina montraient des agriculteurs et des familles entières, indignés de découvrir comment leur vie privée avait été marchandée sans leur accord. Des leaders communautaires, auparavant enthousiastes face aux promesses des entreprises occidentales, exprimaient désormais leur colère et leur sentiment de trahison, aux quatre coins du continent. Les questions se multipliaient. Comment était-il possible que personne n'ait jamais rien remarqué? Qui en Afrique avait accepté une telle exploitation silencieuse? Et surtout, comment Ibrahim Traoré allait-il désormais gérer cette crise qui secouait profondément les fondations du monde technologique et diplomatique,
alors que le scandale prenait une ampleur mondiale. Ibrahim Traoré décida de prendre la parole lors d'une conférence retransmise en direct devant des millions de téléspectateurs. D'un ton posé, mais incisif, il déclara avec une fermeté inébranlable : « Aujourd'hui, nous avons découvert une vérité douloureuse. Nous pensions être des partenaires dans cette révolution technologique mondiale. Mais nous étions simplement des ressources à exploiter. Nos vies réduites à des données anonymes vendues au plus offrant. » Ces mots, précis et sans détour, résonnaient profondément dans le cœur des Africains et provoquaient un malaise palpable chez les responsables occidentaux présents dans la salle. Je refuse, en tant que dirigeant de mon peuple, que nous soyons des marionnettes dans un spectacle dont nous ignorons les auteurs. À partir d'aujourd'hui, le Burkina Faso rejette toute exploitation masquée sous prétexte d'innovation. Une vague d'applaudissements s'éleva spontanément. Interrompant brièvement son discours, Ibrahim leva légèrement la main pour poursuivre, avec une détermination inflexible : « Nous ne demandons pas à jouer un rôle secondaire dans votre histoire. Désormais, nous écrivons la nôtre, et croyez-moi, elle sera écrite par les Africains eux-mêmes, libres et conscients. » Son regard traversa lentement l'audience, marquant chaque esprit avec une clarté saisissante. Ce jour-là, le monde avait compris qu'une nouvelle ère venait de commencer. La réponse d'Ibrahim Traoré eut un retentissement immédiat, déclenchant une série de représailles froides et impitoyables de la part des puissances occidentales. En l'espace de quelques jours, plusieurs entreprises internationales annoncèrent brusquement la suspension de leurs investissements technologiques au Burkina Faso. Des fonds d'aide, auparavant présentés comme essentiels à la modernisation du pays, furent gelés sans préavis, plongeant des projets locaux dans une incertitude alarmante. Dans les coulisses diplomatiques, la pression s'accentua fortement des messages subtils. Des avertissements voilés circulaient désormais dans les ambassades, mettant en garde contre le soutien au gouvernement de Traoré. Certaines régions du Burkina Faso virent leur accès à Internet mystérieusement perturbé, officiellement pour des raisons techniques. Mais personne n'était dupe. Ibrahim savait parfaitement ce que signifiait cette coupure brutale, une punition déguisée. Une tentative de rappeler aux Africains leur supposée dépendance envers les infrastructures occidentales. Les médias occidentaux, quant à eux, intensifièrent leurs attaques, décrivant le président comme un leader irresponsable ayant sacrifié le bien-être de son peuple à ses ambitions personnelles. Les gros titres accusateurs se multiplièrent. Traoré isole son pays. Le Burkina Faso privé de technologie à cause de son président. L'homme qui menace l'avenir numérique de l'Afrique, malgré l'hostilité croissante à son égard. Ibrahim resta ferme. Il comprenait les risques immenses qu'il prenait. Mais il savait aussi que céder à ces pressions reviendrait à abandonner définitivement l'autonomie technologique et intellectuelle de son peuple, le regard rivé vers l'avenir. Il décida de ne pas répondre aux provocations par des accusations similaires, choisissant plutôt d'appeler à l'unité et à la solidarité nationale. Le Burkina Faso entrait dans une période difficile. Certes, mais Ibrahim était convaincu qu'à travers ce conflit naîtrait une Afrique plus forte, plus indépendante et plus fière que jamais. Face à cette pression internationale étouffante, Ibrahim Traoré commença à ressentir les premières fissures à l'intérieur même de son gouvernement. Certains membres influents de son entourage, inquiets devant la tempête diplomatique, préférèrent abandonner le navire. Considérant que le président jouait un jeu beaucoup trop risqué, plusieurs conseillers de longue date, autrefois proches alliés, annoncèrent donc brusquement leur démission. Ils reprochaient à Ibrahim d'avoir sacrifié les intérêts immédiats du pays au profit d'une lutte qu'ils estimaient vaine et symbolique. La tension était palpable dans les couloirs du palais présidentiel à Ouagadougou. Chaque jour, de nouvelles critiques internes venaient s'ajouter aux attaques extérieures, rendant l'atmosphère étouffante. Ibrahim se retrouva progressivement isolé, ses soutiens politiques se réduisant de manière alarmante,
Il comprenait la peur de ceux qui l'abandonnaient, mais refusait obstinément de plier sous le poids des pressions. Pendant ce temps, loin des intrigues de la capitale, une toute autre réalité se dessinait. Sur les campus universitaires du pays, les jeunes se mobilisaient massivement derrière leur président, inspirés par son discours sur la souveraineté technologique. Des milliers d'étudiants et de jeunes ingénieurs lancèrent spontanément un mouvement inédit, baptisé Code for Africa. Sans Internet fiable, ils créèrent un réseau parallèle d'échanges technologiques, utilisant des méthodes ingénieuses pour contourner les restrictions clés USB. Partage via Bluetooth, rencontres physiques régulières pour transmettre leurs connaissances. Dans cette période critique, c'est paradoxalement au cœur de l'isolement international et politique qu'émergea une solidarité nouvelle. Inattendue, Ibrahim Traoré. Certes affaibli politiquement, voyait grandir autour de lui une génération déterminée à reprendre son destin en main. Ces jeunes ne cherchaient plus la validation extérieure, mais trouvaient désormais en eux-mêmes la force et les moyens d'agir. Ibrahim savait désormais que son combat dépassait sa propre personne. Il appartenait désormais à toute une génération, prête à défendre son avenir coûte que coûte, alors que le Burkina Faso semblait isolé et sous pression constante. Ibrahim Traoré décida d'agir discrètement, mais avec détermination, dans le secret total. Loin des projecteurs médiatiques, il convoqua un sommet inédit à Ouagadougou, réunissant des représentants d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis. Des émissaires venus du Ghana, du Rwanda, d'Éthiopie et du Kenya arrivèrent discrètement dans la capitale, conscients que leur simple présence représentait déjà un acte politique audacieux. Cette rencontre confidentielle se déroula dans une salle sobre, éclairée simplement, sans les caméras ni les journalistes habituels. Autour de la table, aucun discours protocolaire, seulement des échanges francs et directs. Ibrahim ouvrit les discussions d'une voix calme mais assurée, déclarant fermement « Si nous voulons préserver notre indépendance, nous devons cesser de dépendre entièrement des infrastructures technologiques occidentales. Nous ne pouvons pas attendre une autorisation pour exister numériquement. Notre liberté technologique doit être construite ici, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. » Ces mots résonnèrent profondément parmi ses homologues. Très vite, une vision commune prit forme. Ensemble, ils décidèrent de la création immédiate d'une initiative inédite, baptisée AfriTech Commons, un réseau africain indépendant dédié au partage des technologies libres et ouvertes. Ce projet audacieux avait un objectif clair, offrir aux Africains les outils pour contrôler leurs propres données et innovations, sans dépendre de plateformes extérieures. Cette réunion secrète marqua un tournant majeur. Ibrahim savait parfaitement les risques encourus, mais il était convaincu que l'Afrique ne pourrait atteindre une véritable autonomie qu'en prenant elle-même son destin numérique en main. À la fin du sommet, une charte solennelle fut signée, résumant parfaitement leur volonté commune. La liberté technologique ne peut être donnée, elle doit être conçue et défendue par ceux qui la revendiquent. Ce jour-là, dans l'ombre discrète d'une salle à Ouagadougou, une révolution silencieuse venait de commencer. Peu après la réunion secrète d'Ouagadougou, un phénomène inattendu s'empara du continent. Rapidement, la nouvelle du mouvement AfriTech Commons se propagea comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux africains. Le hashtag Mariam Light, inspiré par l'histoire émouvante de la jeune fille burkinabé Mariam, devint viral en quelques heures seulement, symbolisant la résilience technologique née de la nécessité. Partout, de jeunes Africains saisirent ce message d'autonomie et le transformèrent en action concrète. À Accra, au Ghana, un groupe d'étudiants en ingénierie créa en quelques nuits à peine un nouveau système d'exploitation léger, capable de fonctionner sans connexion Internet stable.
Ce projet révolutionnaire, nommé AfroOS, fut partagé librement en open source, permettant à n'importe quel village isolé d'y accéder sans avoir à payer le moindre abonnement. À Nairobi, au Kenya, des développeurs et militants inspirés par Ibrahim et Mariam se réunirent spontanément pour lancer des ateliers itinérants de formation technologique. Leurs méthodes ingénieuses contournaient efficacement les limitations imposées, clés USB remplies de logiciels gratuits, tutoriels diffusés par Bluetooth, livres numériques imprimés clandestinement pour être distribués physiquement. Au cœur du Burkina Faso, des centaines de jeunes, galvanisés par l'audace de leur président, lancèrent un défi sans précédent, connecter tout le pays sans dépendre de serveurs étrangers. Leurs réunions improvisées se multipliaient partout. Dans les cafés, les marchés et même les places publiques, formant une communauté soudée et enthousiaste autour de ce combat commun. L'écho de ces initiatives fut si puissant qu'il finit par atteindre jusqu'aux oreilles d'Elon Musk lui-même. Contre toute attente, le célèbre milliardaire publia un tweet inattendu. Reconnaissant implicitement son erreur initiale, peut-être avons-nous trop souvent regardé l'Afrique avec condescendance, ignorant que la vraie innovation ne vient pas toujours des grands laboratoires, mais parfois de ceux qui luttent chaque jour pour simplement exister. Cette déclaration surprenante déclencha un débat mondial passionné, poussant de nombreux acteurs internationaux à reconsidérer leur regard sur le continent africain, en quelques semaines seulement. Ce qui avait commencé comme un simple acte de résistance isolé était devenu une véritable révolution technologique populaire, portée par une jeunesse déterminée à reprendre le contrôle de son avenir. À ce moment précis, Ibrahim Traoré comprit qu'il avait gagné une bataille bien plus grande que celle qu'il avait initialement imaginée. Désormais, ce mouvement appartenait à toute l'Afrique, et rien ne pourrait plus l'arrêter. Face à l'ampleur inattendue prise par le mouvement AfriTech Commons, la communauté internationale se vit contrainte de réagir. Rapidement, la voix d'Ibrahim Traoré, autrefois isolée et méprisée, commença à être écoutée différemment. Le président du Burkina Faso fut invité à une session spéciale des Nations Unies, consacrée exceptionnellement à la question brûlante de la souveraineté numérique mondiale, à New York, devant des centaines de représentants internationaux. Ibrahim prit la parole avec une assurance renouvelée. « Aujourd'hui, nous ne venons pas demander votre approbation. Nous sommes ici pour rappeler que chaque peuple a le droit fondamental de contrôler ses propres données, son savoir et son avenir numérique. L'Afrique ne sera plus jamais un laboratoire d'expérimentation à ciel ouvert, mais une terre de partenaires souverains et égaux. » Son discours provoqua une ovation inattendue. Des délégations, autrefois sceptiques ou silencieuses, commencèrent à exprimer publiquement leur soutien à l'initiative africaine. Des organisations indépendantes et humanitaires saluèrent l'émergence d'un modèle enfin équitable et respectueux des communautés locales. Dans la presse internationale, les discours hostiles laissèrent place à une réflexion plus nuancée. Plusieurs experts reconnurent enfin que l'approche impulsée par Ibrahim Traoré pourrait représenter un modèle innovant pour tous les pays en développement. Bien au-delà de l'Afrique elle-même, même les médias occidentaux les plus critiques finirent par admettre que, sous son apparente radicalité, Ibrahim Traoré avait soulevé des questions essentielles auxquelles le monde entier devait désormais répondre. Le regard porté sur l'Afrique commença subtilement à changer. Les partenaires économiques qui avaient brutalement quitté le Burkina Faso cherchèrent discrètement à renouer le dialogue, réalisant enfin que le continent ne pourrait plus jamais être simplement une ressource à exploiter, mais un partenaire indispensable à l'avenir technologique mondial. Ibrahim Traoré, autrefois isolé et critiqué, était désormais au cœur d'un tournant historique, celui d'une Afrique prête à écrire elle-même le prochain chapitre de son histoire. Quelques semaines
après la séance historique aux Nations Unies. Ibrahim Traoré reçut une invitation privée inattendue. Elon Musk, dont les prises de position avaient considérablement évolué, souhaitait le rencontrer personnellement. Cette rencontre discrète eut lieu dans un petit salon en marge d'une conférence internationale. Les deux hommes se firent face avec un mélange de respect mutuel et de curiosité retenue. Sans grande formalité, Elon Musk tendit à Ibrahim une maquette élégante d'une Tesla, modèle spécialement conçu pour célébrer les ambitions spatiales de son entreprise. Le milliardaire déclara sobrement « Ceci représente la conquête de nouveaux horizons. Mais j'ai compris récemment que ces horizons peuvent être bien plus proches qu'on ne le pense. » Ibrahim accueillit le geste avec un sourire calme. À son tour, il sortit de sa poche un petit paquet enveloppé dans du papier journal usagé. Il tendit l'objet à Musk en lui disant d'une voix posée « C'est une pierre que Mariam a ramassée dans son village à Zignaré. Pour elle, c'était tout ce qu'elle possédait. Elle me l'a donnée pour que je vous rappelle quelque chose d'important. N'oubliez jamais ceux qui n'ont rien. Car ce sont souvent eux qui nous apprennent l'essentiel. » Elon Musk prit lentement la pierre entre ses mains, observant l'objet simple. Humble et pourtant chargé de sens, visiblement ému par ce geste qui résumait parfaitement le chemin parcouru ensemble. Quelques mois après cette rencontre symbolique, au cœur du Burkina Faso, la lumière de milliers de lampes artisanales illuminait désormais les nuits des villages, autrefois plongés dans l'obscurité. Sous ces lueurs fragiles mais pleines d'espoir, des enfants étudiaient avec détermination. Conscients que leur avenir était désormais entre leurs mains, des jeunes programmeurs échangeaient des idées nouvelles, créant des applications inédites sans dépendre de ressources étrangères. Dans une modeste école à Zignaré, Mariam observait silencieusement ses camarades réunis sous la lumière d'une lampe solaire qu'elle avait elle-même fabriquée. Son histoire, auparavant invisible aux yeux du monde, était devenue le symbole vivant d'un continent qui se levait enfin pour affirmer sa propre voix, la voix d'Ibrahim Traoré, forte et rassurante, résonnait encore dans l'esprit de chacun demain. Quand le monde nous demandera ce que nous avons appris des autres, nous pourrons enfin leur répondre en les regardant droit dans les yeux. Et vous, qu'avez-vous appris de nous ce soir-là, dans la clarté fragile mais tenace de ces lumières fabriquées de toutes pièces? Chaque Africain savait qu'il ne s'agissait plus simplement d'échapper à l'obscurité, mais bien d'écrire eux-mêmes leur propre destin. Et désormais, le monde entier devait prendre conscience d'une vérité essentielle. L'Afrique ne demandait plus à être sauvée, mais simplement à être respectée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.